Salut à tous les Gohan, aujourd'hui le but c'était de faire un début d'analyse sur la gestion de l'intégration des jeunes du centre à l'équipe première ces 2 dernières années à l'OL et plus spécifiquement la gestion de la génération 2000. Alors tout d'abord merci beaucoup pour votre bienveillance et vos commentaires sous le précédent podcast, il y a plein d'analyses hyper intéressantes, c'était très cool donc voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des remarques en commentaire de cette vidéo pour nourrir le débat. Alors moi j'ai jamais été un fanatique du centre de formation. On connaît tous ces supporters lyonnais qui, dès qu'un jeune du centre fait 3 bons matchs en équipe réserve, commencent à s'enflammer et à le mettre sur un piédestal, hein. On se rappelle tous des Taffer, des Benzia, Balouli, etc. Je vais être honnête, moi ça m'a toujours un peu saoulé ce genre de fan. Pourquoi? Parce que je considère qu'un jeune du centre, il doit d'abord mouiller le maillot avec l'équipe première et prouver en équipe première avant qu'on lui donne notre affection. Voilà, maintenant que j'ai fait ce petit préambule, je dois quand même vous partager le fait que je m'interroge sur la gestion qui a été faite des jeunes de la génération 2000 ces dernières années. Génération que je considère à titre perso comme une génération gâchée, à la fois individuellement et aussi, c'est le point le plus important aujourd'hui, une génération qui a été gâchée collectivement. Individuellement, si on passe rapidement sur la gestion de 3 cas de la génération 2000, qui sont pour moi des dossiers très intéressants de la période Juninho à l'OL, c'est la gestion des cas Gouiri, Kaloulou et Barr. Alors rapidement sur Melvin Barr, le départ de Melvin c'est celui sur lequel j'aurais pas forcément un avis très tranché. 2 stats intéressantes quand même. La première c'est qu'il évolue dans la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 24 buts encaissés en 30 matchs. Alors c'est pas seulement expliqué par la qualité individuelle des défenseurs, hein, on est d'accord. C'est aussi la tactique, le système de jeu mis en place par Christophe Galtier. Mais on peut imaginer qu'il n'y est pas pour rien non plus. Ça, c'est la première stat. Et la deuxième, c'est qu'il fait partie quand même des 2% des meilleurs latéraux gauche des 5 grands championnats au niveau des interceptions, selon un site de stats que j'ai trouvé qui s'appelle fbref.com, puisque Melvin Barr, il fait en moyenne 2,9 interceptions par 90 minutes. Personnellement, je trouve que c'est un joueur avec une qualité de passe plutôt intéressante, passe courte, mais aussi de passe longue. Il fait plutôt des bons centres. Et quand on sait à quel point on a manqué de bons centreurs parmi nos latéraux dans les dernières années à l'OL, je pense que c'est assez parlant. J'ai quand même pas l'impression que ce soit un joueur extraordinaire, mais on peut quand même dire que c'est un bon joueur de Liga. À Lyon, on l'a assez vite catalogué comme pas fiable défensivement, comme on le fait d'ailleurs actuellement avec Gusto. Néanmoins, je trouve qu'il y a comme un peu un biais cognitif. Quand un jeune latéral est bon en attaque, on dit presque par réflexe qu'il n'est pas bon en défense. Par exemple, c'est le cas pour Malo Gusto, qui selon moi est meilleur défensivement que Dubois, plus intelligent, avec un meilleur placement et aussi plus de vitesse pour couvrir le contre. Et donc, pour être honnête, alors j'ai pas vu suffisamment de matchs de Nice depuis le début de saison pour avoir un avis définitif sur les qualités individuelles de Melvin Barr. N'hésitez pas en commentaire, ceux qui suivent Nice, à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, il est parti l'été dernier à Nice pour 3 millions d'euros. Garcia lui a préféré Maxwell Cornet à ce poste d'arrière gauche. Je suis pas sûr que Cornet soit un joueur très brillant à ce poste. Et à mon sens, ça a ralenti la progression de Melvin Barr. Et en tout cas, d'une façon générale, moi je trouve qu'on lui a jamais vraiment laissé sa chance. Offensivement, je pense qu'il n'aurait plus apporté qu'Emerson cette saison. Voilà, c'est pas un avis définitif sur lui, j'attends encore de voir, mais j'ai trouvé son départ assez surprenant et un peu précipité. J'ai l'impression que c'était peut-être dans une période où Lyon avait besoin à tout prix de liquidité pour recruter. Il y avait un peu tout l'effectif qui était à vendre à ce moment-là. Et j'avais l'impression qu'un peu n'importe quelle offre pour n'importe quel joueur allait être acceptée, pouvait être acceptée. Et d'ailleurs, Peter Bosz n'a pas vraiment eu son mot à dire, puisqu'il l'a vu jouer que pendant une semaine avant que Juninho et Aulas ne retiennent l'offre de Nice, qui s'élevait donc à 3 millions d'euros, plus je crois qu'il y avait quelque chose comme 15 ou 20% à la revente. Concernant Amine Gouiri maintenant, deuxième joueur de la génération 2000, je vais passer rapidement dessus parce qu'en fait j'en ai déjà parlé dans le précédent podcast, mais voilà, c'est un super attaquant que je trouve complet et polyvalent. Il est à la fois bon à la finition, bon dans les centres, dans les dribbles, et il est capable de se déplacer dans l'axe et également dans le demi-espace gauche. Donc il a une polyvalence intéressante, il se déplace pas mal, il a un gros QI foot qui lui permet de s'insérer dans un collectif avec une bonne qualité de passe également. Et on va le voir après, il fait aussi pas mal de passes décisives et il a beaucoup de déplacements intelligents entre les lignes qui mettent souvent en difficulté les défenseurs face auxquels il se trouve. Quelques stats, encore une fois, selon fbref.com. Donc par rapport aux autres avant-centres des 5 grands championnats, Amine Gouiri fait partie du top 8% au niveau des passes décisives,
Ça veut dire que sur 100 attaquants, il fait partie des 8 meilleurs parmi les 5 grands championnats au niveau des passes décisives, puisqu'il en fait 0,3 par 90 minutes, soit une tous les 3 matchs. Il fait partie également du top 7% des avant-centres pour ce qui concerne les actions menant à un tir. Il en fait en moyenne 3,9 par match. Top 6% des progressive carries, ça on pourrait le traduire grossièrement par des courses progressives avec le ballon. Donc il fait partie des 6% des avant-centres, des meilleurs avant-centres parmi les 5 grands championnats, qui font le plus de courses progressives avec le ballon, donc par le dribble notamment. Et enfin, en parlant de dribble, il fait partie du top 7% des avant-centres des 5 grands championnats pour les dribbles réussis par match, parce qu'il fait en moyenne 1,9 dribbles réussis par match. Alors Gouiri, on l'a laissé partir parce qu'en fait Garcia lui a préféré des joueurs comme Dembélé ou Kadewere, et parce que Juninho a accepté, on va dire, faiblement sa demande de partir de l'OL, qui plus est chez un concurrent qui est aujourd'hui une équipe qui est meilleure que nous, le GC Nice. C'est de loin, selon moi, la pire erreur de Juninho dans la période de directeur sportif à l'OL, quoique cette erreur-là est à mettre en concurrence avec celle du départ de Pierre Kaloulou. Alors Pierre Kaloulou, lui, il est parti en juin 2020 de l'OL, avant de signer son premier contrat pro. À l'origine du départ du joueur, il y aurait eu un conflit entre Rudy Garcia et Juninho. Pourquoi ? Parce que Rudy Garcia voyait en lui un défenseur central, plutôt défenseur central droit, alors que Juninho voyait plutôt en lui un arrière droit, un latéral droit. Et Juninho expliquait dans une interview qu'il pensait que Kaloulou était trop gentil pour être défenseur central. Il disait notamment que seuls quelques très grands défenseurs pouvaient évoluer à ce poste-là en étant des joueurs entre guillemets gentils. Et en citant Thiago Silva, il disait soit tu as le talent de Thiago Silva et dans l'anticipation, dans le placement, et tu peux te permettre de ne pas être un joueur violent et d'être un joueur plutôt gentil, soit tu peux pas, tu n'es pas fait pour ce poste. Et c'est cette dissension entre Juninho et Garcia sur le poste de Kaloulou qui aurait fait germer le doute dans l'esprit du joueur. Et à peu près pendant cette même période, Pierre Kaloulou a reçu un appel de Paolo Maldini, alors directeur technique du Milan AC, qui a achevé de le convaincre de quitter notre OL pour l'AC Milan. Aujourd'hui, Pierre Kaloulou est titulaire en défense centrale au Milan AC, dans un club quand même qui a vu passer des Maldini, des Nesta, des Yapstam, beaucoup de grands défenseurs, donc c'est pas rien. Pour les départs de jeunes, il y a souvent un argument qui consiste à dire oui, mais la pression à Lyon est importante, et notamment ça a été le cas lors du départ de Gouiri ou de Barre, mais dans le cas de Kaloulou, on se retrouve avec un joueur qui évolue dans un club où il y a plus de pression qu'à l'OL et qui malgré tout arrive à s'imposer comme titulaire à un très jeune âge puisqu'il a aujourd'hui 22 ans. Donc le joueur s'impose en défense centrale chez le leader de Serie A dans ce club mythique qu'est l'AC Milan, et j'ai regardé ses stats. Je me suis amusé à regarder les statistiques de Pierre Kaloulou cette saison. Alors elles sont assez incroyables pour être honnête. Peut-être que c'est un peu faussé par le fait qu'il a été baladé entre il a commencé sa saison au poste d'arrière droit et là depuis 9 matchs il évolue en défenseur central. Donc peut-être que ça peut être un peu biaisé par ça, mais je vous les partage quand même, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc Pierre Kaloulou, si on le compare avec les autres défenseurs centraux des 5 grands championnats, il est dans le top 2% des défenseurs centrales qui font le plus d'actions amenant à un but. Donc ça, pour le coup, ça peut être faussé par le fait qu'il a pu obtenir ses actions en évoluant latéral. Mais, et là vous allez voir que c'est plutôt des statistiques de défenseur central, il est dans le top 1% des défenseurs centraux qui effectuent le plus d'actions de pressing, avec 17,39 actions de pressing par 90 minutes. Il est dans le top 1% des défenseurs centraux qui effectuent le plus de tacles, avec 3,12 tacles par match. Les tacles, c'est pas forcément les tacles où on se jette, mais ça mélange en fait les tacles glissés, où là pour le coup on va se jeter, et les tacles debout, qui sont des tacles où on reste sur ses appuis. Il est également dans le top 4% des défenseurs centraux qui bloquent le plus de tirs adverses, avec 2,37 tirs bloqués par 90 minutes. Voilà, ces statistiques me laissent à penser que le départ de ce joueur, ça reste quand même un gros échec pour l'OL. Alors sa réussite au Milan AC lui a permis d'avoir son interview dans l'équipe récemment. Et il y a un passage intéressant dans cette interview que je vous partage. Il a dit, ouvrez les guillemets, en parlant de ses coéquipiers de la génération 2000, donc Cacré, Cherki, mais aussi les Castello Keiba et Malo Gusto. Il dit, ouvrez les guillemets, on a grandi ensemble, on s'envoie toujours des messages, c'est comme retrouver ses potes d'enfance.
Et c'est facile de jouer avec des Castello, Max, Amine, Ryan, Malo, car on parle le même foot. Quand tu as la balle, les déplacements te paraissent logiques et ils les font. Ça rappelle de bons souvenirs. Cette déclaration est très intéressante et ça m'amène au point le plus important aujourd'hui, c'est le fait que l'intérêt de cette génération, c'est pas tant l'apport individuel, ou en tout cas pas seulement l'apport individuel qu'elle aurait pu amener à l'équipe première, mais avant tout l'apport collectif. Cette génération-là, qui en fait se connaît depuis plusieurs années, a grandi ensemble, elle est surtout intéressante d'un point de vue collectif. Et selon moi, c'est ce qu'on a gâché en laissant partir ces joueurs. Donc c'est pas seulement des talents individuels, mais aussi des connexions collectives. C'est des joueurs qui se connectent depuis qu'ils ont 11-12 ans, ils ont grandi ensemble, ils ont développé des automatismes naturels entre eux dans leur façon de jouer. Et ça a une valeur inestimable quand tu veux créer du jeu, quand tu veux construire une équipe. Loukeba, il a fait une autre déclaration en décembre 2021 suite à son premier but en Ligue 1 sur une passe décisive de Cherki. Il dit, je cite, « On travaille beaucoup les coups de pied arrêtés. Mon but au premier poteau, c'est ma zone préférentielle. Avec Ryan, on se comprend. Je le remercie d'ailleurs pour mon premier but en Ligue 1. » Donc ces automatismes dans les équipes de jeunes, on n'a pas pris ça en compte. On a sous-estimé la qualité de ces connexions collectives qui avaient été construites en équipe de jeunes. Et je pense que c'est des éléments précieux qu'on aurait pu utiliser pour finir mieux que 10e de Ligue 1 par exemple. On sait à quel point ça peut être compliqué de construire une équipe, un collectif à partir d'individualités. On sait qu'aujourd'hui les individualités à Lyon, selon moi en tout cas, d'un point de vue offensif, sont très fortes, mais là où c'est compliqué, c'est de créer que la mayonnaise monte et qu'on crée une connexion collective entre ces joueurs. Et il y a aussi Cherki qui, dans une interview, a déclaré qu'il se comprenait avec Cacré, qu'il appréciait beaucoup jouer avec lui. Ça veut dire qu'un Barre, par exemple, il n'est pas forcément meilleur qu'un Emerson. Par contre, Barre, pour jouer avec Cacré, il va être plus pertinent qu'Emerson. Ça veut également dire qu'un Kaloulou, il ne va pas forcément être meilleur qu'un Boateng. Quoique, quand on voit la forme de Boateng cette saison, on peut se poser la question. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il est forcément plus fort que lui, mais qu'il est plus pertinent pour jouer avec Loukeba. Et ça veut dire aussi qu'un Barcola, par exemple, il aura plus de chances de s'entendre et de se comprendre avec Gusto que ne pourra le faire, par exemple, un Kadewere. Alors, il y a un autre élément collectif qui est intéressant dans ce que souligne Kaloulou, c'est l'aspect camaraderie. Construire une équipe de copains, c'est un truc qui est très puissant, c'est ce qu'a fait Deschamps, notamment avec son équipe de France en 2018. Deschamps l'a souvent moqué parce qu'il parlait de groupe qui vit bien, mais en fait, pour lui, la notion de groupe a toujours été très importante. Lui, ce qu'il pense, c'est que le fait d'avoir une équipe de copains, ça permet de créer de la solidarité. Ça fait que les joueurs vont être plus épanouis. C'est un peu comme au travail, si tu t'entends bien avec tes collègues, ça permet de créer un terrain qui est plus propice pour bosser efficacement et pour communiquer plus efficacement aussi. Donc une des obsessions de Didier Deschamps, c'est quand il construit un groupe, c'est d'avoir des liens affectifs, des liens de camaraderie entre les joueurs. Et pour moi, quand tu décides de virer Melvin Barr, qui est le meilleur pote de Ryan Cherki, en fait, tout simplement, tu réduis les chances pour Cherki de réussir, de se sentir bien dans le groupe. Et par conséquent, tu ne crées pas les conditions idéales pour qu'il réussisse. Je pense aussi que le départ d'Amine Gouiri a affecté émotionnellement Ryan Cherki et Maxence Cacré. Cacré qui avait fait une déclaration très touchante sur Twitter à son pote Gouiri suite à son départ. On a, je pense, brisé les connexions collectives, mais aussi affectives entre nos jeunes pépites. Et une autre déclaration de Kaloulou qui est intéressante, il avait dit « C'est toujours une fierté de voir des Lyonnais qui réussissent. Tous ceux passés par l'OL le ressentent. Quand tu vois Benzema qui joue bien, ah ouais, c'est Lyon. Lacazette est aussi comme ça, il y a un sentiment d'appartenance. » Donc voilà, on demande de l'amour du maillot de nos joueurs. Il me semble que Pierre Kaloulou est un joueur qui avait un fort amour de l'Olympique Lyonnais. Et je trouve ça dommage qu'on se soit séparé d'un joueur qui a cet attachement-là au fanion à l'écusson de l'OL. Alors maintenant, si on regarde les titulaires qui sont en poste aujourd'hui aux positions des joueurs qu'on a cités, donc on a, si on regarde le poste de Melvin Barr, Emerson, qui est assez bon techniquement, qui est correct défensivement, mais qui a un apport offensif qui me semble limité. Je trouve qu'il se protégeait et qu'il ne se projette pas assez. Et en plus, il va partir, sinon on a Enrique derrière, donc a priori on pourrait penser que Melvin Barr serait une valeur ajoutée à l'effectif actuel. Quant à Kaloulou, si on considère que son poste c'est défenseur central droit, le poste de Thiago Mendes qui a déclaré il y a quelques jours que le poste de défenseur central n'était pas son vrai poste. Pour moi, ça veut dire qu'il ne veut pas y jouer, donc c'est pas une solution long terme pour l'OL. Donc là, encore une fois, Pierre Kaloulou apporterait une plus-value à ce poste-là. Quant à Gouiri, dans l'OL actuel, je pense qu'il jouerait plutôt attaquant central. On peut dire qu'il remplacerait Dembélé, à mon sens, malgré son doublé récent. Ça resterait quand même un meilleur joueur que Moussa et même que Tino Kadewere.
Donc voilà, si aujourd'hui on intégrait ces 3 joueurs à l'équipe première, on peut pas vraiment dire qu'on perdrait en qualité. C'est des postes où on a un besoin de recrutement alors qu'on avait ce qu'il fallait au club. Maintenant, si on regarde les prix de ces joueurs selon Transfer Market, on se rend compte que même d'un point de vue économique, c'est assez catastrophique. Pourquoi? Parce qu'en fait, Barr, il a été vendu 3 millions, aujourd'hui il en vaut 9. Kaloulou, il est parti gratuitement, il en vaut 17 aujourd'hui, encore selon Transfer Market. Et Gouiri, tenez-vous bien, il est parti pour 7 millions d'euros et il en vaut aujourd'hui 50 millions. Donc en valeur cumulée, ces 3 joueurs-là, ils valent 75 millions d'euros. C'est la valeur transfer market, donc à la revente en général, ça fait un peu plus. On peut estimer que ça pourrait faire du 100 millions d'euros. J'ai pas exactement en tête les commissions à la revente qui ont été négociées, mais ce sera maximum 20% pour Barry Gouiri, donc ça reste assez faible par rapport à ce que toucheront Nice et le Milan AC s'ils revendent ces joueurs. Il y a également d'autres coûts un peu plus cachés à la perte de ces 3 éléments-là du centre de formation. Ces coûts cachés, ça peut être l'argent investi sur le remplacement. On peut imaginer par exemple qu'on peut ajouter à ces coûts ce qu'on a dépensé pour trouver des remplaçants à ces joueurs. Le salaire de Boateng pour Kaloulou, le salaire et le prépayant pour d'Emerson pour Melvin Barr, et le salaire des 3 avant-centres qu'on a empilés pour Gouiri, donc Dembélé, Kadewere, et également Slimani que je n'avais pas cité dans le précédent poste, que j'aurais pu. Ces 3 joueurs-là qui ont été nos avant-centres depuis le départ de Memphis Depay. On peut également se poser la question du nombre de places au classement qu'on aurait en plus si ces joueurs étaient restés. Alors là, on n'a pas de boule de cristal, on n'est pas garanti qu'on serait mieux classé, hein, attention. Mais si tu finis 10e plutôt que 5e par exemple, tu perds plusieurs millions d'euros, à la fois par les redevances de droits télé et également parce que tu toucherais si tu te qualifies en Coupe d'Europe. Donc à la base, ce que cherchait Juninho, c'était d'ajouter des joueurs d'expérience avec du caractère et une bonne mentalité. Et pour ça notamment, c'est pour ça qu'il a voulu aller chercher des Emerson, des Boateng ou encore des Shaqiri. On ne peut pas dire que les apports au groupe soient significatifs de ces 3 joueurs-là. L'idée de base était plutôt bonne, c'était d'amener de l'expérience, mais ça a été plutôt un échec. Donc voilà, en tout cas, le gâchis de cette génération, c'est pour moi le pire qu'a pu faire Juninho pendant son passage, et j'ai peur que le club mette beaucoup de temps avant de se remettre de ce gaspillage. Rudy Garcia est également responsable, comme il l'est dans la gestion du cas Reina Delaïde, voire même de Cacré, qui s'est obstiné pendant longtemps à faire jouer remplaçant jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix. Et je trouve personnellement qu'il y a un biais cognitif à taper sur ceux qui sont en poste actuellement, notamment Olas et Ponceau, pour la gestion de ces joueurs-là, mais on oublie vite les erreurs de gestion qui ont été commises par Juninho et notre ami Rudy Garcia. Donc voilà, il y a un biais cognitif qui nous incite plutôt à taper sur les membres de la direction qui sont actuellement en poste plutôt que ceux qui ont été en poste il y a quelques mois. Voilà, on a tendance à être gentil avec ceux qui sont plus au club. Concernant Ponceau, je trouve que c'est un peu du délit de sale gueule, même s'il a sa part de responsabilité aussi. Pour moi, les 2 vrais responsables de cette situation sont ceux que j'ai cités, à savoir Rudy Garcia et Juninho. Voilà, et dans les cas actuels qui a surveillé, qui pourraient empirer la situation de la gestion des jeunes au club, on a Malo Gusto, on peut se poser la question de savoir si il finira enfin par être un titulaire à part entière à la place de Léo Dubois. Maxence Cacré, alors pour moi c'est le joueur le plus important à conserver. Pourquoi? Parce qu'il a une mentalité irréprochable, il était capitaine dans toutes les équipes de jeunes, il a l'amour du club, il a vraiment tout ce qu'il faut pour devenir l'âme du club, le capitaine. Et il se pose également la question de la gestion de Barcola, qui est, je trouve, bon à chaque fois qu'on le fait jouer. Et dans les pattes de qui on a mis 2 ailiers droits récemment, Fèvre et Tété. Je ne sais pas comment se prononce également le nom de Tété, mais en tout cas voilà. J'ai peur que que le recrutement de ces 2 joueurs, même si je les aime beaucoup et qui semblent être très bons, j'ai peur que ça freine encore la progression de Barcola. Donc voilà, merci les gones de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contredire ou à compléter ce que j'ai dit en commentaire. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Ciao à tous!